Salut à vous et bienvenue dans cette dernière partie qui clôture, on va dire, la série sur les candidatures et la sélection en master de psychologie. Donc cette fois-ci, on va voir quelques conseils, d'abord assez généraux, qui sont un petit peu la base mais qui sont importants. Ensuite, on va parler des conseils sur le CV et la lettre de motivation, parce qu'on n'a pas forcément les bons réflexes qu'on en fait, donc je vais faire un petit peu le point là-dessus. Et enfin, des conseils sur l'entretien pour savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut se préparer et compagnie. Concernant les conseils généraux, déjà le premier conseil que je peux donner, c'est soyez organisé et patient. Dit comme ça, c'est facile à dire, mais en fait, comme je l'ai dit tout au long de la série, plus on est organisé et plus on prépare les choses en amont, et plus la suite de la sélection et de la candidature se passe de façon la plus optimale possible. L'attente reste toujours quelque chose de compliqué, ça c'est sûr, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est important de garder à l'esprit, de savoir que si on est organisé, si on a préparé les choses en amont, déjà on enlève un gros poids sur tout ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'organisation, donc ça doit être la partie 2. Autre conseil, encore une fois général, si une information ne vous paraît pas claire, il vaut mieux demander confirmation, ne serait-ce qu'au secrétariat. Je dis ne serait-ce qu'au secrétariat, mais bon, ça peut très bien être aux actuels ou anciens étudiants de la formation, vos responsables du master, suivant vos types de questions. Quand vous faites votre partie recherche d'informations, vous pouvez très bien tomber sur des informations qui sont pas datées ou qui sont peut-être un peu floues. Si la plateforme ne vous envoie pas de confirmation de réception du dossier, n'hésitez pas à contacter encore une fois le secrétariat pour en être certain ou certaine. Quand vous utilisez la plateforme e-candidat pour envoyer vos candidatures, normalement, vous avez des mails automatiques pour vous dire que les informations ont bien été reçues, que tous les documents sont bien réceptionnés et compagnie. Mais ça peut arriver qu'il y ait des problèmes pour X raisons. Dans ces cas-là, vaut mieux contacter le secrétariat pour en être certain que tout a bien été envoyé comme il faut. Et si vous devez envoyer le dossier par courrier parce que l'université n'utilise pas e-candidat, dans ces cas-là, pensez à noter quand vous l'avez envoyé pour dire voilà, j'ai envoyé le document le 17, je me laisse jusqu'au 24, si le 24 je n'ai pas de réponse, dans ce cas-là, je relancerai la fac. Et encore mieux, si vous pouvez, parce que c'est pas forcément écrit normalement dans les candidatures, si vous le pouvez, je vous conseille d'envoyer votre dossier en demandant un accusé de réception, comme ça vous avez un justificatif pour dire que les documents ont bien été reçus tel jour à telle heure. Autre conseil général, faire des candidatures est un exercice qui demande du temps, de l'énergie, et le plus important dans l'histoire, c'est vous. Pensez à faire des pauses et à vous ressourcer, plutôt que de tout faire d'un coup et d'abandonner, ou de plus avoir le temps de faire comme il faut. Étudiant ou non, dans tous les cas, n'oubliez pas que vous avez une vie à côté. Il vaut mieux se préparer en amont petit à petit, quitte à que ce soit, on va dire, 1 ou 2 heures par semaine, plutôt que tout faire au dernier moment et saturer parce qu'il y en a trop, et être obligé d'aller jusqu'au bout parce que les dates font que, quoi. Autre conseil général, tout simplement, si vous êtes arrivé jusqu'ici en licence, ou que vous avez déjà eu une licence de psychologie, ou que vous voulez faire un master de psychologie, c'est que vous avez des ressources en vous. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez des ressources. Pour être arrivé ou pour avoir ce projet précis, il vient pas de rien. Donc croyez en vous et en votre potentiel. Vous avez forcément des choses qui sont à mettre en valeur, et vous avez forcément des connaissances et des compétences que d'autres personnes n'ont pas. Maintenant, on va voir les conseils sur le CV. Déjà, l'un des premiers conseils qui est important et qu'on a tendance à négliger en règle générale quand on fait nos candidatures, c'est de penser à mettre vos compétences en avant et vos formations. Qu'avez-vous appris lors de vos formations ? Avez-vous eu la possibilité d'utiliser des outils, des tests, des méthodes et compagnie ? Que ce soit en cours de statistique, en cours de psychologie de développement, en cours de psychologie sociale, en cours de psychologie cognitive, vous avez appris à utiliser des tests spécifiques, vous avez appris à les interpréter, vous avez appris à utiliser des logiciels, vous avez appris à faire un questionnaire, vous avez appris potentiellement à faire des entretiens aussi. Tout ça, c'est important et ça montre vos compétences. Autre point, pensez à détailler vos stages ou votre stage. Par exemple, ne serait-ce qu'à mettre quelles étaient vos missions sur le lieu de stage et quel est le type de structure. Si vous parlez avec des anagrammes, les gens ils n'auront pas forcément les codes pour le décrypter. Et quand je dis stage, c'est aussi valable pour tout ce qui est expérience professionnelle à côté. Autre point qu'on a tendance aussi à négliger, c'est qu'il existe des ressources pour retrouver des compétences spécifiques acquises au cours de votre cursus ou durant votre stage. Je vous en mets quelques liens en description. Pensez à regarder ça. Ça peut être intéressant de savoir justement les compétences qui sont normalement acquises au cours de la licence ou acquises pour devenir psychologue, pour savoir ce que vous êtes capable de faire. Et pensez d'ailleurs à regarder dans la même lignée, dans la plaquette de formation du master que vous candidatez, normalement il y a aussi des compétences ou des missions spécifiques. Peut-être que vous avez des choses que vous avez déjà faites au cours de votre stage ou au cours de votre parcours avant, qui peut être intéressant justement de mettre en avant dans votre CV. Un truc aussi qui est très important et que les gens ont tendance à négliger,
N'oubliez pas de mettre un encart en haut avec votre demande. En dessous de votre nom, vous avez candidature au master, blablabla. C'est important parce que ça montre que non seulement votre CV il est personnalisé à la formation, on va y revenir plus tard, mais en plus de ça, que la candidature ne se fait pas par hasard, vous avez travaillé votre demande. Sans cela, on ne peut pas savoir véritablement pour quelle formation vous candidatez, même si évidemment ça se voit dans la lettre de motivation ou ça se voit en étudiant votre dossier. Mais en tout cas, ça montre un sérieux et un souci du détail, donc c'est très important aussi de le faire. Et ça fait donc plus professionnel. Autre conseil, tentez si possible de mettre certains aspects de votre stage en avant suivant la formation visée. Et là, comme exemple, je vous ai mis, si vous candidatez dans une formation en gérontologie et que vous avez fait un stage en EHPAD et un autre dans une école, il est évident que le stage en EHPAD, il est plus important à mettre en avant sur le CV que le stage en école. Les deux sont intéressants parce que les deux montrent des capacités, des compétences, des missions différentes, mais n'empêche que celui qui est fait en EHPAD, il est plus cohérent avec la formation, donc c'est lui qu'il faut plutôt mettre en avant. Et ce que je dis pour le stage est aussi valable pour les expériences pro que vous avez potentiellement faites à côté. Il est mieux de faire un CV par formation et non un CV type que l'on envoie dans chacun des masters. Tout simplement parce que même si forcément il y a des parallèles et des choses qui sont assez similaires entre différentes formations, tous les masters sont différents sur certains points, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau du programme, que ce soit au niveau des attendus, que ce soit au niveau de l'aspect théorique, des connaissances de base. Alors évidemment, ça vous demandera un petit peu de temps supplémentaire, mais n'empêche que vous avez forcément des choses qui sont à mettre en lien avec la formation, donc pensez-y. Et là, comme je l'avais dit tout au long de la partie conseil sur le CV, avez-vous une expérience professionnelle en lien avec la formation? Un job étudiant, un service civique, un travail saisonnier, un ancien poste, etc. Tous ces points, c'est important parce que non seulement ça permet de mieux comprendre votre profil, mais aussi de mieux percevoir vos connaissances et vos compétences. Bien évidemment, tout n'est pas utile. Par exemple, moi, pendant ma licence de psychologie, j'ai fait les vendanges. Par contre, si j'avais fait un emploi étudiant qui était en lien avec la formation que je visais, là forcément je l'aurais mis en avant. Et pour celles qui ont des parcours atypiques, ça peut être bien aussi de réfléchir potentiellement aux compétences transversales que vous avez développées lors de ces expériences, qui peuvent être intéressantes justement avec le métier de psychologue. Foncièrement, un psychologue, ou en tout cas un étudiant en master de psychologie, il a besoin de quoi comme compétences? Et vous en avez forcément vu au cours de votre expérience professionnelle, ou de vos expériences professionnelles plus exactement. Autre point, ne négligez pas non plus vos loisirs. Faites-vous du bénévolat? Avez-vous suivi des MOOC? Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, les MOOC sont des cours en ligne qui sont faits généralement par certaines universités, qui sont soit gratuits, soit payants, mais il y en a quand même pas mal qui sont gratuits, que vous pouvez retrouver par exemple sur France Université Numérique et sur d'autres plateformes de cours en ligne. Si vous voulez, je vous mettrai des liens dans la description. Vous trouvez pas forcément de trucs en lien avec la psychologie, mais ça peut être aussi un truc qui peut être mis en avant suivant ce que vous avez fait comme MOOC. Et puis pareil, avez-vous aidé à organiser un événement professionnel? Êtes-vous venu à une journée d'études, un colloque, un symposium sur la psychologie? Êtes-vous passionné par quelque chose qui est en lien avec candidature, etc. Tout ça, c'est important parce que non seulement ça permet de personnaliser votre demande, mais aussi de mieux vous connaître. Une personne qui va étudier votre candidature, il ne vous connaît pas. Et donc du coup, avoir tous ces éléments-là permet de personnaliser votre demande et donc du coup de savoir qui vous êtes, dans quel univers vous travaillez, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous faites au-delà de votre parcours universitaire et compagnie. Alors, en règle générale, ce qu'on met en avant, c'est d'abord l'expérience pro, et les stages compris, qui sont dans l'expérience pro. Ensuite, les compétences. Les compétences, je vous mets des liens en description, mais c'est des savoir-faire que vous avez acquis ou des connaissances que vous avez acquises au cours de votre parcours. Ensuite, vous avez la partie parcours, donc votre cursus universitaire, vos formations que vous avez faites et compagnie. Et ensuite, il y a la partie loisirs, qui est justement la partie avec le bénévolat, ce que vous aimez faire dans votre temps libre et compagnie. Je vous mettrai aussi des liens en description pour trouver éventuellement des modèles de CV personnalisables parce que c'est difficile quelquefois de sortir des modèles qui sont déjà employés par pas mal d'étudiants et d'étudiantes parce que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes utilisent par exemple Word ou Google Doc pour faire leur CV de motivation, donc savoir utiliser d'autres outils ça peut être intéressant. Maintenant on va voir les conseils pour la lettre de motivation. Déjà, comme pour le CV, le conseil le plus important c'est personnaliser votre lettre de motivation. Il n'y a rien de plus irrespectueux et discriminant qu'une lettre impersonnelle. Ça montre que vous avez fait le travail un peu à la dernière minute ou que vous ne saviez pas véritablement ce qu'il fallait faire. Ça montre pas en quoi cette formation-là spécifique vous intéresse. Ça montre pas forcément véritablement bien en détail votre formation et compagnie, ou vos expériences de stage. Et donc du coup, ça peut que vous êtes en votre défaveur. Pensez à personnaliser votre lettre de motivation et faire par candidature. Si vous faites 3 masters, il faudra faire 3 lettres de motivation différentes. Et pas une lettre type que je peux mettre partout. Il faut savoir que la démotivation, elle a plusieurs objectifs. Pour le jury, elle a 2 objectifs principaux. Comprendre votre parcours, et donc du coup comprendre en quoi votre parcours est intéressant et compagnie, et que vous êtes fait pour ce master-là, fait entre guillemets. Et le deuxième point,
c'est voir en quoi ce master est pertinent pour vous. Qu'est-ce qui vous intéresse véritablement? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en tant que psychologue? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous dans la plaquette? En quoi votre parcours est intéressant et pertinent par rapport à la formation? Et pour vous, tout simplement, ça permet de vous laisser l'occasion d'élaborer plus en détail vos motivations et vos expériences. Et vous dire en quoi vous êtes intéressé par la formation. Autre point aussi, mais bon là c'est comme pour le CV, tout simplement n'oubliez pas de vous relire et de vérifier les fautes. Même si on a un excellent niveau en orthographe, en grammaire, en conjugaison et compagnie, on peut très bien se faire avoir par des fautes toutes bêtes, soit parce qu'on n'a pas eu le temps de se relire, soit parce qu'elles sont passées à nos relectures à nous, soit parce que on a écrit de façon différente par rapport à notre style d'habitude, soit parce qu'on n'a pas fait attention, parce que quelquefois ça peut arriver de faire des trucs d'étourderie, ou parce qu'on est fatigué et compagnie. Donc pensez à faire relire, ne serait-ce qu'à une personne de votre entourage, ou des professionnels. Et autre conseil, n'hésitez pas à vous faire conseiller pour maximiser vos chances. Si vous n'êtes pas certain ou certaine de la qualité de votre écrit, ou vous manquez d'inspiration par exemple, vaut mieux faire d'abord plus court, demander des conseils à quelqu'un, et puis après compléter. Vaut mieux faire ça plutôt petit à petit, comme ça permet de vérifier les fautes, ça permet de savoir si tout est cohérent, ça permet de savoir s'il y a des éléments qu'il faut enlever comme ça au fur et à mesure, et donc d'avoir des conseils personnalisés. Il y a des personnes qui peuvent vous aider pour faire des candidatures, notamment les services universitaires d'orientation. Autre point, là encore, qui est important, attention, pas plus d'une page recto verso. Comme ça, je sais que pour certains et certaines, une page recto verso, ça fait beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'on a tendance à voir, malheureusement, au niveau des candidatures. Il y a des personnes qui ne savent pas faire une lettre de motivation, ou qui ont peur d'oublier des trucs, ou de pas montrer justement assez de leur motivation, et donc du coup qui mettent beaucoup. Et le problème, c'est que si on fait une lettre qui est trop longue, soit elle va pas être lue en détail, soit les gens vont décrocher, soit ça correspond pas aux critères qui est demandé normalement dans votre candidature. Donc pas plus d'une page recto verso, et normalement la page recto verso c'est plus souvent pour les parcours atypiques, pour les personnes qui sont en reprise d'études, qui ont un parcours spécifique qu'il faudrait développer. Donc évitez de faire une lettre de motivation qui fait une page recto verso. Normalement, vous êtes arrivé en licence 3, vous êtes capable de faire une lettre de motivation en une page, qui donne l'essentiel, qui permet d'expliquer qui vous êtes, donc pensez à faire ça plutôt. Et justement, tous les éléments que vous ne pouvez pas mettre dans la lettre de motivation, c'est des éléments que vous pouvez garder en entretien. Parce que la lettre de motivation, le but de cet exercice, c'est pas de tout mettre. Pareil pour le CV, c'est pas de tout mettre. C'est de mettre l'essentiel qui est en lien avec la formation que vous visitez. Vous aurez forcément l'occasion d'élaborer plus en détail lors de votre entretien. Et pareil, soyez vous-même, ne mentez pas. Parce que déjà, ça peut se savoir, forcément le jury peut vérifier les informations qui sont transmises, mais en plus de ça, ça ne vous met pas en valeur. Ça met une personne qui n'est pas vous. Ça ne dit pas en quoi vous êtes compétent pour réussir le master. Ça ne dit pas en quoi vous avez envie de faire ce master-là. Ça met juste quelqu'un d'autre à la place. Et ça, c'est très très mauvais. Si vous faites un master de psychologie, c'est que vous avez un projet. Et le projet, c'est pas votre voisin qui veut le donner, c'est vous. Il n'y a que vous qui peut vous défendre. Comme pour le CV, il y a une structure spécifique pour la lettre de motivation. En général, il y a 3 parties. La lettre de motivation, c'est une partie présentation, une partie où on explique notre parcours et compagnie plus en détail, les stages et compagnie qui sont en lien avec la formation, et une troisième où on fait du pont avec la formation et nos projets pro, par exemple. C'est un modèle qui est très basique, dit comme ça, ça peut être résumé très rapidement, mais c'est un modèle qui est très intéressant parce que ça permet de détailler qui vous êtes, d'expliquer vos stages qui sont cohérents, enfin stages et expériences professionnelles qui sont cohérents et qui sont en lien avec la formation, et ça permet après de faire du lien avec la formation en disant voilà j'ai envie de faire ça et c'est pourquoi je veux faire cette formation là. Et des questions qui peuvent vous aider justement dans cette troisième partie, ou ailleurs si vous n'utilisez pas ce modèle là, c'est des questions comme qu'est-ce qui vous intéresse dans la formation? Est-ce qu'il y a un angle particulier qui vous intéresse spécifiquement dans ce master là? Est-ce qu'il y a des débouchés particuliers qui vous intéresseraient? Et pareil, est-ce qu'il n'y a pas des points du programme qui vous intéressent particuliers, ou des aspects théoriques, ou ça peut être la vision du métier de psychologue? Parce que ce master-là, il est spécialisé dans la psychologie intégrative, par exemple, et c'est important pour vous d'avoir une approche intégrative parce que blablabla. Ou c'est une formation en psychologie qui est relativement vaste, et donc du coup c'est cohérent avec vous parce que blablabla. Concernant l'entretien, il y a pas mal d'informations qui sont importantes. Déjà, passer l'entretien, c'est un exercice qui s'apprend, on peut s'y entraîner. Et c'est important parce qu'on a tendance justement à dire j'ai déjà fait des oraux au cours de ma formation d'avant, ou j'y vais au feeling, ou je sais déjà me présenter, j'en ai déjà fait avec les stages. Et donc du coup on a tendance à négliger cet aspect-là. Donc pensez à vous y entraîner. Quand vous faites justement l'entretien de candidature pour le master, on peut être face à une personne, voire à 2, voire à 3 personnes différentes.
forcément l'exercice d'entretien ne sera pas forcément le même, c'est une personne ou plusieurs. Pour s'entraîner, je vous donne 2 conseils différents. Déjà, il y a les services universitaires d'orientation qui proposent généralement des simulations d'entretien. Alors j'imagine qu'en ce moment, ils doivent les proposer en ligne, mais ça peut très bien se faire aussi avec ces services-là. Mais il n'y a pas que les services universitaires d'orientation, il y a aussi d'autres structures qui peuvent proposer ça. Et le deuxième, c'est que vous pouvez très bien le faire vous-même avec 2-3 collègues de la promo ou avec des amis qui ont à peu près le même parcours que vous. Une personne qui fait l'entretien, donc qui va faire l'exercice de se présenter et de répondre aux questions, et 1 ou 2 personnes par exemple qui vont poser des questions en lien avec la formation. C'est un exercice qui est très intéressant parce que comme ça permet de se préparer et d'être plus à l'aise avec cet exercice-là qui peut être compliqué. Et puis ça permet aussi d'anticiper potentiellement des questions qui sont intéressantes que des recruteurs pourraient vous poser en entretien. Et puis ça permet de vous encourager entre vous, donc c'est intéressant aussi. Mais par contre, si vous devez être l'une des personnes du jury pour un de vos amis, pensez à connaître la formation et d'étudier justement soit le parcours de la personne, donc demander la lettre de motivation et le CV de la personne, ou soit de vérifier justement les informations de base du master. Donc regardez dans la plaquette de formation, regardez au niveau des attendus, regardez au niveau des modalités et compagnie, ce qui est intéressant et ce qui peut être mis en avant. Autre conseil pour l'entretien, imaginez que la personne n'a pas lu votre dossier. Alors bien évidemment, normalement la personne elle a lu votre dossier, puisque les personnes qui font les entretiens sont les mêmes qui ont étudié vos candidatures. Mais vaut mieux imaginer que la personne n'a pas lu votre dossier. Ça permet de revoir les choses à plat et donc du coup de vous représenter de façon plus sereine. Et dans ce cas-là, il faut dire qui vous êtes, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, qu'est-ce que vous avez fait durant votre parcours universitaire, qu'est-ce que vous avez comme loisir qui peut soutenir votre demande et compagnie. Et bien évidemment, qu'est-ce que vous avez fait en stage, qu'est-ce que vous avez fait dans votre formation ou de vos envies, qu'est-ce qui est en lien avec la formation. Et pour être sûr de ne pas manquer d'inspiration, avant l'entretien, pensez à relire votre lettre de motivation. Vous aurez déjà certains éléments que vous pourrez donner potentiellement pour l'entretien, et ça vous permet justement de recentrer un petit peu sur des éléments qui peuvent être intéressants. D'où l'utilité de s'entraîner en amont de l'entretien. Par contre, attention, se préparer à l'entretien, c'est pas non plus réciter un texte, mais être suffisamment à l'aise pour parler de soi, de faire du pont avec la formation et de répondre à des questions. Attention, hein, c'est pas du par cœur. Et préparez-vous à certaines questions spécifiques comme pourquoi avez-vous choisi cette formation, pourquoi voulez-vous devenir psychologue, comment pouvez-vous réussir cette formation, ou encore, tout simplement, avez-vous commencé à chercher un stage. Il peut aussi y avoir d'autres questions comme dans quel univers professionnel un psychologue ergonome, si vous voulez faire un master en ergonomie, peut-il travailler, ou ce genre de questions plus concrètes par rapport à la formation. Vous avez tous les éléments parce que vous savez pourquoi vous postulez. Essayez d'anticiper au maximum ce genre de questions parce que tout ça, ça peut être important pour être plus à l'aise et pas paniquer une fois en entretien. On peut aussi vous demander, avant l'entretien, pendant l'entretien ou après, ça peut se faire dans certaines formations, soit de faire un exercice sur table, genre de répondre à des questions en QCM, soit de répondre à des questions un peu comme à devoir sur table, si vous voyez, mais avec des questions semi-ouvertes ou des questions ouvertes. Ça se fait pas trop, mais ça peut se faire. Soit d'étudier des articles scientifiques pour évaluer vos connaissances sur les articles en question. Comment est-ce qu'on peut les critiquer, comment est-ce qu'on peut les comparer, qu'est-ce que vous avez trouvé comme élément intéressant dedans et compagnie. Ça se fait pas énormément, mais ça peut être un exercice qui peut être demandé. Mais dans tous les cas, ne paniquez pas parce que normalement, si vous avez un exercice spécifique à faire, on vous demande justement de vous préparer, donc c'est écrit soit quand vous candidatez, soit quand les personnes ont reçu votre dossier, soit quand vous avez l'entretien. Ils vous disent l'entretien va durer tant de temps, vous avez rendez-vous à telle heure, préparez-vous à telle chose quoi. Et si vous avez un exercice qui est à faire sur table, dans ce cas-là, pensez à qu'est-ce qui pourrait vous demander pour servir de sélection entre le master quoi. Qu'est-ce qui pourrait être proposé. Et dans ce cas-là, il faut regarder la plaquette de formation pour avoir éventuellement des idées. Encore avec l'entretien, parce que j'ai d'autres conseils dedans, si vous êtes facilement stressé, dès que vous êtes arrivé à la fac, de préférence en avance donc, prenez votre temps pour respirer et pensez à la pause que vous ferez après. Il faut prendre le temps de vous habituer à l'environnement, de vous ressourcer, de dire voilà, je suis arrivé, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je suis préparé, ça va, j'ai le temps de lire un peu, j'ai le temps de me ressourcer, j'ai le temps d'écouter de la musique, c'est bon, je suis là, ça va. Et même chose si l'entretien se passe en ligne, prenez du temps pour vous et vous rassurer en disant voilà, c'est bon, j'ai un rendez-vous dans 15 minutes, je suis à l'heure, je suis prêt, je suis bien habillé, je suis présentable, j'ai déjà tous les documents avec moi, c'est bon, je suis prêt. Et j'ai un petit thé avec moi, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai ce qu'il faut pour assurer quoi.
Autre chose, familiarisez-vous avec votre environnement et choisissez une place pas loin de votre entretien qui vous plaît pour vous délasser un peu. Un peu loin de la salle, pas trop loin si vous avez rendez-vous sur place, mais un peu loin de la salle, parce que si vous entendez les conversations qu'il y a avec les membres du jury, ou si vous entendez les autres personnes stressées à côté de vous, ça risque de vous stresser. Donc vaut mieux vous mettre un petit peu à l'écart et revenir par exemple 15 minutes avant l'entretien, ou même 20 minutes avant l'entretien, de se préparer à côté de la salle, quoi. Ça vous permet de vous familiariser avec votre environnement, d'éviter de trop stresser parce que l'environnement à côté est stressant, et ça vous permet justement de vous ressourcer un petit peu. Autre point, pensez à boire avant votre entretien, parce que forcément vous allez parler pendant 10-15 minutes, donc c'est important aussi de vous hydrater, et puis ça peut vous faire déstresser un petit peu. Et à relire votre lettre de motivation une dernière fois pour refixer en mémoire certains éléments à redire avant l'entretien. Le mieux étant de pas forcément d'imprimer votre lettre de motivation en tant que telle, mais d'avoir préparé des fiches avec des éléments sur votre lettre de motivation avec quelques ajouts, en disant « Ah oui, il faut que je pense à ça ». Comme ça, vous avez quelques petites cartes genre en flashcard, en disant « Voilà, il faut que je pense à ça » et c'est bon, quoi. Ayez avec vous, avant l'entretien, une copie du planning de cours proposé par le master afin de retrouver ceux qui vous plaisent particulièrement. Là, c'est un petit peu dans la même logique que la lettre de motivation, c'est d'avoir des éléments pertinents pour préparer la candidature si vous n'avez pas eu le temps, ou si vous avez un trajet, par exemple, si vous prenez le train pour aller à votre entretien. Dans ce cas-là, vous avez le temps pour étudier le planning plus en détail, même si vous l'avez déjà fait forcément pour candidater. Ça peut être aussi un élément de voir les choses différemment, de revoir votre lettre de motivation et compagnie. Mais attention, quand je dis d'avoir avec vous la copie du planning de cours, évidemment, faut pas avoir tout le dossier. Ce qui est important, c'est au niveau des cours qui vous intéressent, au niveau des attendus des cours, et puis au niveau de l'angle spécifique du master, par exemple. Tout le reste, on s'en fout un peu. Et le mieux, comme pour l'aide de motivation, c'est d'avoir des fiches avec juste les éléments importants à noter. Et si vous n'avez pas de bafouiller ou de mal présenter, imaginez que vous parlez avec quelqu'un que vous connaissez, de préférence un prof, comme ça vous avez l'habitude de le vous voyez. Alors ça va faire un petit peu étrange au début, parce que forcément, faut vous représenter comme si la personne ne vous connaît pas, alors que dans votre tête c'est quelqu'un qui vous connaît, mais ça permet petit à petit de prendre en confiance et d'être plus à l'aise avec l'oral. Si pendant l'entretien ça vous arrive de bafouiller, dans ce cas-là, respirez et reprenez votre phrase plus calmement. Vaut mieux dire excusez-moi, je reprends ma phrase parce que je vois qu'elle n'est pas claire. Et dans ce cas-là, vous recommencez. Ça montre que vous êtes capable d'anticiper et de vous préparer comme il faut. Et si vous vous sentez bloqué par une question qu'on vous pose une fois l'entretien, demandez à la personne de reformuler la question, ça peut vous aider à mieux la comprendre. Dans ce cas-là, d'avoir des éléments potentiellement utiles à donner. Et si vous ne savez pas répondre à la question, vaut mieux le dire ouvertement, mais normalement, vous avez forcément des éléments que vous pouvez donner. Même si des éléments assez partiels, vous avez forcément des choses que vous pouvez donner. Et si votre entretien se fait en ligne suite à la situation sanitaire, bien évidemment, pensez à vérifier votre matériel en avant et avoir un endroit calme et sans perturbation. Pensez à votre environnement, testez votre micro, regardez si la caméra fonctionne et compagnie. Normalement, c'est des choses que vous êtes assez rodés, puisque cette année, vous avez pas mal utilisé, j'imagine, Zoom, Skype, Discord et compagnie. Mais ça peut être intéressant aussi de faire des tests avant, genre 3 heures avant, avec une connaissance, ou ne serait-ce que allumer la caméra si vous regardez ça avec votre téléphone, enfin si vous faites l'entretien par téléphone, de mettre la caméra de votre téléphone et de tester l'environnement de la pièce, pour être sûr que tout se passe bien. Voilà ce que je voulais vous dire comme conseil. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous aidera pour vos candidatures. Donc encore une fois, si vous candidatez, ce n'est pas pour rien. Je vous fais confiance. J'espère que la série de vidéos vous aura plu et vous aura intéressé. Donc courage et pensez à vous faire relire, pensez à vous faire conseiller et préparez les choses en amont. Vous avez le temps, les candidatures elles ne se font pas tout de suite. Vous avez encore 1 mois, voire 2 minimum pour vous préparer à ça. Donc voilà, déstressez, mais préparez-vous quand même, ne serait-ce qu'à faire un dossier pour les éléments de base, donc les relevés de notes, les diplômes et compagnie qui sont demandés obligatoirement dans chaque formation, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!